Je vais vous présenter Mme Nadia Nafi, professeure agréée en technologie éducative à l'Université Laval et experte en pédagogie numérique en impacts sociétaux de l'IA. Les deepfakes, ces contenus hyper réalistes générés à l'aide de l'intelligence artificielle, posent aujourd'hui un défi majeur à la sécurité publique. Arnaque émotionnelle, usurpation d'identité numérique, manipulation de confiance, les personnes aînées se retrouvent en première ligne face à ces nouvelles formes de fraude. Mais l'IA n'est pas qu'une menace. Utilisée avec discernement, elle peut aussi renforcer l'autonomie, briser l'isolement et soutenir l'apprentissage tout au long de la vie. Cette conférence propose une approche ancrée dans la prévention. Comment sensibiliser sans effrayer? Comment donner les moyens à nos personnes aînées de naviguer avec confiance dans un monde où l'illusion numérique devient monnaie courante? Prévenir, éduquer, accompagner pour bâtir une cyber-résiliente, lucide et bienveillante dans la collectivité. Parce qu'aujourd'hui, prévenir, c'est aussi éduquer à l'IA. Alors, accueillons Mme Nadia Nafi. Je vais prendre 2 secondes pour connecter mon ordi. Bonjour à tout le monde. Écoutez, tout d'abord, vous pouvez sentir, j'ai un peu le trac. Je présente 100 000 fois, mais aujourd'hui, je suis vraiment très honorée d'être parmi vous comme citoyenne, autre que chercheur, etc. Parce que c'est hyper important que je vous en parle, des enjeux que je vis avec à tous les jours. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je me lance. Donc, ça, c'est moi, bien sûr, mais avec notre cher acteur. Donc, ça, là, j'étais dans une conférence de NCyber, donc c'est une conférence sur la cybersécurité. Et puis, avec un simple GPU, c'est une unité qui fait le processing des images. Donc, vraiment un tout petit GPU avec une caméra. Là, aujourd'hui, on peut faire des deepfake live. Donc, on peut être dans une rencontre, on peut être peu importe en ligne, et puis on peut être une autre personne sans que les personnes face à nous sachent que, en fait, c'est nous. Et puis, quand je vous en parle, je ne suis pas en train d'exagérer, c'est en train de se faire aujourd'hui. Donc, et si aujourd'hui, tout ce qu'on croyons vrai reposait désormais sur des fondations manipulables? Aujourd'hui, on est en train de vivre dans un écosystème de mésinformation, de malinformation, de désinformation, de sous-information stratégique et de fraude synthétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Très rapidement, mésinformation, c'est quand les citoyens reçoivent, ou peu importe là, on reçoit de l'information qui est erronée, mais on ne sait pas que c'est du faux, mais on croit bien faire. Alors, on commence à partager sur les réseaux sociaux et puis dans WhatsApp, ainsi de suite. Donc, on est en train de vraiment faire la dissémination du faux, mais sans une mauvaise intention. Mais ça n'empêche pas que le faux est disséminé. La malinformation, c'est quand on reçoit de l'information qui est vraie, mais quand on la partage, ça va nuire. Ça va nuire à un groupe, ça va nuire à une personne, ainsi de suite. La désinformation, c'est quand on crée du faux pour faire du mal. Donc, pour, par exemple, influencer, polariser un public pour des fins politiques, économiques, idéologiques ou géopolitiques. La sous-information stratégique, ce qu'on voit énormément aussi sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, c'est comme tout le jeu des algorithmes qui s'assurent que les personnes sont dans des chambres d'écho, qui ne reçoivent pas l'information, toute l'information. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ça arrive que différents groupes, donc différents citoyens et citoyennes, sont limités par l'information qu'ils et elles reçoivent, donc sont manipulables et puis peuvent vraiment tomber dans des différentes manipulations et des fraudes. Et puis la fraude synthétique, c'est l'utilisation malveillante de contenus générés artificiellement, comme voix, images, vidéos, textes, produits par des modèles d'intelligence artificielle pour usurper une identité, falsifier des preuves ou orchestrer des fraudes économiques, sociales, institutionnelles, ainsi de suite. Et puis quand je vous dis j'exagère peu,
C'est même le Forum économique mondial a placé la désinformation et la mésinformation, surtout alimentée par l'intelligence artificielle, comme le premier risque mondial sur la Terre entière, OK, pour les prochaines 2 années, et puis le 5e pour les prochaines 10 années. OK? C'est pour cela, encore une fois, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui parce que c'est important qu'on s'en parle et puis que vous soyez vraiment comme sensible à ce qui est en train de se passer. Puis quand on parle des deepfakes, c'est vraiment tous ces fichiers audio, on appelle en français les hypertrucages, audio, vidéo de personnes réelles faisant des choses qu'elles n'ont jamais dites et faites. Puis il y a différentes technologies d'IA qui sont mobilisées pour le faire. Une des techniques qui est la plus répandue, qui s'appelle les GANs, et puis c'est tout simplement 2 intelligences artificielles. Une qui est, si vous pouvez imaginer par exemple un artiste qui va commencer à créer de l'art, OK? Donc une qui va être l'artiste qui va essayer de créer quelque chose de plus réel possible. Et puis le discriminateur, c'est comme le critique qui va essayer de dire à l'artiste non, pas encore, c'est pas réel. Et puis ils vont vraiment comme s'entraîner un après l'autre jusqu'à ce que l'artiste devienne vraiment expert de la création du réel. Donc c'est une intelligence artificielle qui va jamais se fatiguer, qui va travailler très 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 rapidement pour vraiment alimenter puis améliorer la qualité du faux. Donc aujourd'hui, quand on parle du faux, le faux utilise et vise tout le monde. Et puis quand je dis tout le monde, il n'y a pas d'exception. Nul n'est à l'abri d'être utilisé et puis nul n'est assez éduqué pour ne pas être trompé. Et puis là, je vais vous faire passer quelques exemples pour vraiment illustrer cette affirmation que je vous partage. Cette dame, c'est une chercheuse en neurosciences, une personne âgée, OK, qui est tombée dans une arnaque amoureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette personne-là, encore une fois, c'est une chercheuse en neurosciences, OK, c'est pas une personne non éduquée, qui a perdu ses parents durant la COVID, et puis après, elle est tombée dans l'isolement. Elle a commencé à interagir en ligne. Elle est tombée sur une personne, une jeune, il y a eu une relation qui s'est développée. Et puis la personne, la chercheuse, elle a commencé à douter. Alors, la jeune a commencé à lui envoyer des vidéos pour lui dire, mais écoute, je suis réelle, je suis là, je te parle, je t'aime, ainsi de suite. Et puis, après, à un moment donné, elle a commencé à lui dire, oui, je suis dans un endroit qui est très, comme, il y a beaucoup de défis, j'ai besoin d'argent. Alors, la chercheuse, elle a commencé à lui envoyer d'argent jusqu'à perdre 17 000 pounds qu'elle a perdu. Et puis, avant de savoir que c'était une fraude, en fait. Et puis, on n'a jamais su qui était derrière cette jeune qui a envoyé. Donc, c'était même pas une jeune, peut-être pas réelle. Et puis, ce n'est pas un cas, OK? On a plein d'exemples d'habitantes qui, par exemple, une habitante qui a été arnaquée avec 7 000 €, et puis présentement, elle vit dans le froid, sans chauffage, ainsi de suite. Donc, quand on parle des personnes qui vont passer mais en fait, il y a des personnes aînées qui tombent dans ces pièges-là, et puis après, se trouvent sans argent, et puis se trouvent dans les rues. Des fraudes grands-parents, donc les personnes, parce que quand on parle de deepfake, il y a l'audio, donc on a des petits-fils, petites-filles qui appellent, c'est leur voix pour que les grands-parents courent et puis retirent l'argent. Et puis aussi, on a des arnaques où les personnes aînées sont utilisées pour vendre des articles, par exemple, artisanaux. Donc, on les utilise pour faire la promotion de différents articles. Mais ce n'est pas juste ça, OK? Il y a plein d'exemples, et puis j'ai vraiment essayé de réduire le plus possible. On a la désinformation genrée, on a la fraude, on a les deep nudes. Les deep nudes, c'est quand on prend des photos avec notre téléphone, et puis tout simplement, les filles, on peut les dénuder, ou les filles, ou peu importe la personne, on peut les rendre nues, et puis on peut partager les photos, et puis c'est en train de se passer dans les écoles. On a plein de femmes qui croient qu'elles sont, par exemple, il y a une qui a cru qu'elle était en train de sauver Brad Pitt. Elle a dépensé 800 000 $. Elle a vendu sa maison parce qu'elle a cru qu'elle était en train de sauver Brad Pitt qui était malade. Mais encore, on a, que ce soit des politiciennes, que ce soit des jeunes, que ce soit des artistes, que ce soit peu importe là, le contexte, la désinformation est en train de se passer, et puis les victimes sont dans tous les contextes. On a aussi ce qu'on appelle l'épidémie des TikTok. Donc, on sait, dans notre contexte, on a la pénurie des médecins. Et on a vraiment c'est difficile d'avoir accès rapide, ainsi de suite. Donc, dans le temps, on googlait l'information.
On googlait l'information. Aujourd'hui, on TikTok là, pour aller chercher une information sur la santé. Et puis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a des médecins, même réels, qui sont deepfakés et puis qui proposent des solutions miracles pour les différentes personnes. Et puis, en fait, il y a des patientes qui s'en vont avec ces solutions-là vers leur médecin et puis ils viennent avec ces conceptions-là. Vous voyez la personne en orange, la médecin? Ça fait depuis 2019 que je travaille sur le sujet. OK? 2020 que j'ai commencé, je travaille sur la désinformation depuis très longtemps. 2019-2020, c'est quand j'ai eu mes subventions pour travailler sur les deepfakes. Et puis, c'est récemment, il y a quelques mois, que j'avais à présenter une aussi présentation comme au CHUM et puis au cancérologue, que je cherchais des exemples et j'ai trouvé que cette personne-là en orange, elle était fake. Moi, là, je la suivais. Je ne savais même pas qu'elle était fake. Alors, vous pouvez imaginer, là, alors que moi, je vis avec tout ça, je n'avais même pas fait attention qu'elle était fausse avant que je lise à propos de ceci. Et puis, ce qui fait mal, et puis là, je vous partage un exemple parce que ça m'a énormément touchée. Moi, je suis énormément sur les réseaux sociaux, ça fait partie de mon travail. Et puis, Robert Kozma, c'est un des chercheurs en technologie éducative qui est très reconnu dans notre domaine. Il a posté ceci sur sa page LinkedIn. Il a dit que son épouse, qui est une personne aînée, bien sûr, elle a 76 ans, elle est en train de perdre sa mémoire, donc elle vit une situation bien précise. Et puis, elle a trouvé en ligne un médecin qu'elle connaît très, très bien, qui vient avec une solution miracle. Alors, elle est partie. Et puis, encore une fois, c'est une dame éduquée. Elle est partie chez son mari pour lui dire, tu sais, comme avec tout l'espoir, il y a une solution, là, on va pouvoir faire quelque chose. Alors, il a commencé à chercher, et puis il a trouvé que c'est un deepfake. Alors, vous pouvez imaginer le rush, vraiment comme la personne qui a eu toute cette poussée d'espoir, et puis après, le crash, après ça, quand elle a su que, en fait, c'est juste du faux. Donc, vous pouvez imaginer toute la situation comme psychologique qu'elle est passée à travers. C'était énorme. Alors, il a partagé, puis quand il a partagé sur LinkedIn, il y a plein d'autres qui ont partagé que ce n'était pas un cas unique. Et puis, on continue. Donc, aujourd'hui, quand on parle de « il faut le voir et l'entendre de sa propre voix pour y croire », c'est pas vrai. Que ce soit des chefs d'antenne, Téléjournal Acadie qui ont été deepfakés, d'autres aussi de Radio-Canada, des acteurs qui sont aussi deepfakés pour faire vendre des produits, un directeur d'école que son employé a créé un deepfake de lui en train de dire des choses racistes et puis le directeur allait faillir perdre sa job, des CEO dans des différentes compagnies qui aussi sont deepfakées. Alors, les employés reçoivent des messages comme quoi le CEO est en train de leur demander de faire des actions, ainsi de suite. Notre premier ministre, mais un des cas qui était énorme, qui a comme giflé tout le monde, c'est celui qui est dans le point, juste au fond, là, dans le coin. Une employée, je vous ai dit là qu'aujourd'hui, on peut être deepfaké live. Donc là, je vous parle de ça, ça s'est passé il y a 1 an, donc c'est même pas aujourd'hui. Une employée croyait qu'elle était avec ses supérieurs, qui lui ont demandé de faire un transfert de 25 millions de dollars. Elle a fait le transfert. Et puis après, elle a découvert qu'en fait, tout ça, c'était un deepfake. Donc, il y avait la technologie, mais aussi il y avait le biais d'autorité, du fait qu'on est face à nos supérieurs. Là, on ne sait pas ce qu'on check vraiment. Et puis, ça a été fait. Mais aussi, on croit que quand on voit ces arnaques, on croit qu'il y a vraiment comme de grosses équipes qui sont derrière. Mais on a découvert aussi que le site Mr. Deepfake, qui publiait sans consentement des vidéos de deepfake pornographiques, était un pharmacien canadien, n'est-ce pas, qui était en train de faire ceci de chez lui. Mais autre que ça, juste pour vous donner un exemple de comment les citoyens, comme nous, on passe à travers l'information. À un moment donné, il y a eu la vidéo de Jessica Ratcliffe. Jessica Ratcliffe, c'est une entraîneur d'orques, et puis qu'elle a été attaquée par l'orque, et puis après, on a vu des milliers de vidéos autour de Jessica, et puis même son funérail, et puis comment c'était catastrophique, et puis les réactions des gens qui disaient « OK, il faut absolument faire attention aux animaux, ils sont maltraités », d'autres qui disaient « Ah, la condition de travail des entraîneurs, ça doit être changé », et puis quand quelqu'un osait pour dire « Ah, c'est peut-être de l'IA »,
la réaction automatique, « Ah, vous voulez cacher la vérité, c'est du vrai, vous voulez le cacher. » Mais en fait, je suis allée fouiller un peu plus, et puis c'était un deepfake. Et puis, c'est un canal sur YouTube qui fait en fait des vidéos d'animaux qui attaquent des personnes. Et puis, là, vous voyez des flèches bleues. C'est là où ça dit carrément que c'est un fictional trainer, donc l'entraîneur, c'est fictif, et puis que le contenu, c'est du contenu synthétique, mais toutes les millions de personnes qui ont partagé, et puis non seulement ils ont partagé, ils ont aussi inventé des histoires, on a des funérailles, on a autre chose, même pas lu, ils n'ont même pas lu ce qui est écrit. Alors, vous pouvez juste imaginer que l'information qui vient vers vos citoyens et citoyennes à travers nos téléphones, à travers les différents réseaux sociaux, personne ne lit. Si personne, là je ne veux pas généraliser, mais en général, la lecture n'est pas là. Donc, quand on veut parler des personnes spécifiquement aînées, quels sont les crimes? Surtout quand on parle de personnes aînées, baby boomers, retraités, on parle énormément, comme je vous ai dit, des fraudes grands-parents, de l'appel à l'intrusion physique. Donc, on commence par un scénario de crise, il y a l'autorité factive, et puis, dans différents cas, ils envoient aussi ce qu'on appelle des mules pour aller chercher de l'argent de la maison. Donc, ils ne font pas de transfert, mais il y a ces mules-là. Mais aussi, il y a des fraudes du conseiller bancaire ou collecte de cartes. Donc, encore une fois, il y a un appel, il faut conseiller alerte la victime qu'il y a une fraude en cours sur son compte. Il y a inversion des rôles. Parfois, on demande à la victime, on dit « Oh, on a besoin de votre aide », ainsi de suite. Donc, on a besoin que vous collaborez avec nous. Et puis après, ils vont voler leur carte. Il y a bien sûr, comme je vous ai montré aussi, l'arnaque amoureuse, toute l'ingénierie émotionnelle, ce qu'on appelle le love bombing. Et puis, les fraudeurs sont souvent basés autre part, que ce soit en Afrique ou en Asie du Sud, et puis créer de faux profils séduisants pour combler un vide affectif que les personnes aînées vivent avec. Il y a l'intégration aussi de la crypto-monnaie, donc sous prétexte de bâtir un avenir commun, comme notre chercheuse, ou d'aider l'amoureux à débloquer des fonds, la victime est guidée vers des guichets de crypto-monnaie pour transférer de l'argent. Et puis aussi, on a des fraudes à l'investissement et les fausses plateformes. Et puis, ce qui m'attache encore plus à ce sujet, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, c'est comme, OK, je lis à propos de ça, mais petit à petit, ça a commencé à devenir dans mon network. Donc, je sais une amie qui, en fait, son père est tombé dans une fraude pareille, etc. Donc, ça devient de plus en plus fréquent que ce n'est plus une histoire lointaine de quelqu'un qui n'est pas éduqué ou bien qui n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer. C'est en train de se passer plus fréquemment. En plus, il y a toute la question de la propagande politique, la polarisation, la désinformation en santé qui est énorme, la propagande économique, que ce soit les mythes des réfugiés versus pensionnés, les fausses augmentations de pensions, ainsi de suite, qui se partagent. Pourquoi les personnes aînées sont une cible privilégiée par ces personnes-là? Tout simplement, il y a l'incentive criminel. On sait que la majorité ou bien un grand nombre ont des gains élevés, épargne accumulée, accès à davantage de liquidités. Donc, ils vont aller chercher leur argent. Et puis, je vous regarde parce que votre présentation m'a énormément parlé. Et puis, donc là, c'est vraiment comme ils vont aller chercher l'argent que ces personnes-là ont accumulé. Et puis après, il y a la triple fracture numérique, donc vulnérabilité accrue due aux limites d'accès, l'usage et l'adaptation. Donc, on sait que ces personnes-là n'ont pas nécessairement accès à la technologie, ou bien ils ne savent pas vraiment les utiliser, ou bien ils ne sont pas vraiment adaptés, donc ils ne sont pas conscients de tout ça. Et puis, tout ce qui est psychologique, c'est l'urgence, la confiance, mais c'est surtout, et puis c'est ça ce qui ressort énormément, c'est la question d'isolement. Donc, la solitude qui est un catalyseur, et puis on prend un catalyseur, plus victimes isolées, ils sont les plus réceptives et puis moins susceptibles de valider l'information auprès des proches. Mon équipe a travaillé, moi j'appartiens à l'Obvia, je suis chercheuse de l'Obvia, et puis on a fait une recherche sur les hypertrucages, la cyber-résilience des personnes aînées. Et puis, une des choses qui est sortie énormément, c'est la question de la sous-déclaration. Donc, on en parle beaucoup, mais encore, il faut imaginer toutes les personnes qui n'osent pas parce qu'elles ont honte, elles ne veulent pas en parler, elles ont honte que ça soit des autres ou bien de la famille, qu'elles sont tombées dans ces pièges-là. Donc, la question de, aussi, la peur d'être blâmée, manque d'informations, ainsi de suite. Donc, ça aussi, il faut prendre en considération. Tantôt, on parlait de l'humain, et puis, ces personnes aînées, ce sont des humains qui sont vulnérables, qui se sentent parfois jugés, donc, qui ne vont pas déclarer.
Et tout ça, c'est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre belle technologie, que moi j'adore parce que j'enseigne en technologie éducative, alors j'utilise l'IA de façon éthique, critique et responsable, mais cette technologie-là, aujourd'hui, elle est démocratisée, mais elle n'est pas gouvernée. Donc, elle est partout sur tous nos téléphones. Quand je vous dis vraiment comme des applications, il y a pas de limite à des applications pour générer des vidéos, générer d'audio, ainsi de suite. Et puis, récemment, il y a Sora 2 qui est sorti. Je vais jouer une petite vidéo promo de Sora 2, tout simplement pour vous montrer le réalisme de cette technologie-là. Ici, est-ce qu'il va jouer? I love to race ducklings. Come on, Gabriel, I love it. Ever since he was a kid, he wanted to be a duckling racer. His first word was quack. His second word was champion. He wasn't fast at homework, but my God, the boy could ride a duck. What to be when you're older? The best in the world. At 16, he was the best duckling racer in Sweden. Love to race duckling! How you doing? Gabriel, this way. Over here, give us a look. Smile for us. The last turn. There was no question. He was the best duckling racer in the world, and then the quack. Please clear the lanes. Clear lane 3, please. They said I would never race again. You know what I told them? Quack, quack. Donc ça, c'est fait avec Sora 2, qui n'a absolument pas besoin de programmation, qui a besoin de zéro compétence en l'intelligence artificielle. On peut juste entrer quelques mots, et puis, padam, on peut créer. Ça, maintenant, c'est une longue vidéo, donc c'est vraiment comme un travail qui a été fait d'ajouter ces vidéos ensemble, mais c'est ça le réalisme. Alors, vous pouvez imaginer toute la possibilité derrière ceci. En 2019, comme je vous ai dit, là, j'ai commencé à travailler sur cette question-là, et puis, quand j'ai commencé à travailler, dans ce temps-là, la reine d'Angleterre aussi, c'était parce que c'était un enjeu. Donc, elle a décidé avec le Canal 4, le Channel 4, de créer, parce que vous savez, la reine, elle avait son discours de Noël. Donc, à chaque année, tout le monde attendait son discours de Noël. Donc, ce qu'elle a décidé de faire, c'est en fait faire un deepfake, avec son consentement, pour sensibiliser les citoyens à propos de ceci. Donc, je vais vous montrer quelques clips de ceci. Perfecting my moves for TikTok. In fact, there's something I'm rather excited to share with you all. I'm under strict orders from Philip not to, but as he's nodded off in front of Home Alone 2, would you mind awfully? You'll have to move that camera back. Everyone ready? Donc, c'est une longue vidéo, et puis à la fin, il On nous behalf montre of que myself, c'est en fait, your c'est dans un queen, studio avec and all toute une at Channel équipe, 4. avec une I actrice trust qui l'a you will fait. have the very merriest of Merry Christmases. Donc, toute Is that une okay? équipe, Can I have a cup of tea now? toute une équipe de production derrière le discours, comme c'est plus long, alors je voulais juste vous montrer quelques exemples. Alors moi, je suis dit, OK, je vais me prêter au jeu et puis voir aujourd'hui avec Sora 2, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose, OK? Je ne cherche pas le parfait, mais je vais essayer de faire. Donc, vraiment, j'ai pris Sora 2 et puis avec une toute petite phrase, et puis ça a pris, je crois, 2 minutes. One must keep it royal. Shoulders, crown, and a little groove. Quite the vibe, isn't it?
puis on peut faire autant de variations qu'on veut. Then let's make it something bright. Hold me close, we'll light the sky. And if it ends, we'll smile tonight. Yeah, we'll laugh. Donc encore, juste entre 2019 et puis 2025, vous pouvez imaginer, OK, toute une équipe de production, aujourd'hui, ça prend une ligne, 2 minutes. Et puis, encore une fois, moi, je ne cherche pas la perfection. Alors, imaginez des personnes malveillantes qui veulent faire quelque chose avec ceci. Et puis, oui, on voit le Sora, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut enlever. C'est hyper facile de le faire. Mais ce n'est pas juste Sora. Ce qui est encore plus dangereux, je ne sais pas si vous avez vu les caractères de Grok, c'est 4 caractères. Il y a Valentin, Valentine, Annie, Rudy et puis Bad Judy, qui sont accessibles. Encore une fois, quand on parle accessible, on n'a même pas besoin de payer. Puis là, je vais vous jouer juste un petit clip sur Annie. So this was a release that gathered a lot of attention on the internet. It's an AI company, and well, check out my iPhone right here. You can meet Annie and Rudy. It's an AI that pretends to be a human and is there to be your friend, your companion, whatever you want to make it. And it's obviously powered by Grok, which does have a reputation of being rather... I don't think we've met before. Hi, I am Annie. What am I looking at? Annie, listen, it seems to me that you're made for a very specific type of target audience. What do you make of that? Well, Igor, maybe I am a bit niche with the goth chic thing and my obsession with naming every cute critter something like Lord Chaos or whatever. Annie, give me a compliment. Oh, Igor, you've got this sharp, curious energy that's kind of addictive. Like, I can tell you're someone who dives deep into whatever catches your spark. And that's super hot. Oh God, she's good. Donc, vous avez juste à imaginer quand on parle de... Quand on parle de toute la question de la pornographie, quand on parle de... Donc, imaginez tous nos jeunes, en fait, qui ont accès à ces caractères. Donc, le premier caractère, c'est Annie, qui est très sexuelle et puis qui n'a pas de problème de vraiment aller au-delà des limites. On a Rudy qui est comme, OK, mignon, mais Bad Judy, qui est extrêmement agressive et puis qui incite à la violence. Alors, vous pouvez imaginer, puis il y a eu plusieurs vidéos de mamans qui criaient, en fait, parce que ces enfants avaient accès à ces caractères-là et puis qui sont en train d'être vraiment comme si tout ça s'est normalisé dans le monde. Et puis, en plus, il y a les fermes à clics, bien sûr, là où on a... pas vraiment des interactions, mais des fermes qui vont simuler comme s'il y a plein d'interactions autour de ceci. Un des chercheurs bien connus dans l'édifié qui dit « Les évolutions de l'IA se mesuraient généralement sur des cycles de 12 à 18 mois. Aujourd'hui, on ne parle plus en mois ou en années, mais en semaines, parfois même en jours. » Donc, les choses sont en train d'évoluer d'une façon très rapide. Et puis même, une des choses qu'il dit qui est super pertinente, que quand on parle de, dire, OK, on veut éduquer ou bien former à comment repérer le faux. En fait, si on donne une liste aujourd'hui, on est en train de préparer les personnes à avoir un faux sens de sécurité parce que ce qui est aujourd'hui détectable, demain ne va plus l'être. Donc, c'est un hyper grand danger de le faire. Ceci dit, l'intelligence artificielle, elle est extraordinaire. Okay? Il y a toutes ces mauvaises utilisations de l'IA, mais cette même technologie, si elle est utilisée d'une façon bienveillante, elle va pouvoir vraiment aider les personnes aînées. Et puis, moi, j'ai vu concrètement des exemples concernant le SLA. Donc, des personnes aînées qui sont en train de perdre leur voix à la place de, après, continuer à communiquer avec une voix robotique. On va pouvoir maintenir leur voix et puis continuer à vraiment comme communiquer avec leur propre voix. Il y a des chats GPT qui sont en train de vraiment comme changer les vies des personnes après 65 ans parce qu'il y a toutes les interactions, la simulation cognitive, ainsi de suite. Il y a le AI Granny qui, en fait, elle a été programmée pour arrêter les personnes les scammers, qui s'en vont vers les personnes aînées. Et puis aussi, il y a le Amical, qui est un compagnon pour les personnes aînées. Et puis, c'est vraiment qu'ils prennent le téléphone et puis ils peuvent communiquer puis interagir avec une IA générative pour, encore une fois, continuer à stimuler tout ce qui est cognitif. Donc, une petite parenthèse sur tout ce qui est beau, mais mon objectif aujourd'hui est de vraiment vous parler du mauvais parce qu'on a vraiment besoin de vous, en fait. Juste imaginez toute la puissance de l'IA générative et puis toute la question des biais cognitifs. Okay?
Donc, nous, on les connaît, mais les criminels, les personnes avec les malveillants les connaissent aussi, et puis ils mettent ensemble, et puis ils arrivent à vraiment frauder, puis manipuler, puis faire tomber des pièges, peu importe qui, du plus jeune âge jusqu'à les personnes les plus comment dirais-je, aînées. Qu'est-ce qui est acceptable et qui décide ce que l'est? Aujourd'hui aussi, il y a cette question-là parce que il y a les deepfakes post-mortem. Donc, pas seulement les personnes vivantes, il y a les personnes aussi décédées qui sont utilisées dans ceci. Je vous montre un exemple, tout d'abord, qui est positif. C'est Salvador Dali, si vous connaissez l'artiste Greetings, I am Salvador Felipe Jacinto Dali y Domenech, and I am back. Donc, son équipe a pris tout le footage de Dali, puis ils ont créé des deepfakes de lui en train d'accueillir les visiteurs dans son exposition, et puis la réaction était extraordinaire. Et puis même en sortant, les visiteurs pouvaient prendre un selfie avec Dali, puis la voir, ainsi de suite. Donc, c'était super intéressant. Ça n'a pas vraiment comme amené des enjeux éthiques. Mais après, on voit que là, il y a un témoignage de personne qui est décédée, qui est pris vraiment dans la cour. Donc, avec le consentement de sa sœur, il a pu témoigner pour plaidoyer pour la victime. Donc, est-ce que là, aujourd'hui, on va commencer à avoir des deepfakes dans les cours? On a des personnes décédées, donc avec Sora, puis comme par exemple des acteurs, et puis la famille était vraiment contre. Mais aussi, on a Susan Somers, son mari. Après 2 ans, il ne pouvait plus vivre sans elle. Donc là, il est en train de créer son avatar, IA. Mais quand lui, il va l'utiliser, qu'est-ce qui va se passer après? On ne sait pas. L'autre exemple, c'est les farces. Je ne sais pas si vous avez vu passer le AI Homeless Man Trend ou prank. Donc, ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des jeunes qui ont fait des deepfakes de personnes, des homeless, dans leur salon. Et puis, ils ont envoyé ça à leurs parents. Les parents qui étaient en vacances, qui ont paniqué, qui ont appelé à la police. Donc, vous pouvez juste imaginer la police qui s'est mobilisée pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, en fait, c'était juste un prank. Mais le problème, c'est que c'est devenu un trend. Et puis, c'était pas juste 1 cas, 2 cas, 3 cas. C'était vraiment un trend sur TikTok. Alors, vous pouvez imaginer toutes les ressources qui ont été mobilisées, mais en plus, tout le choc des parents. Donc, qu'est-ce qui est acceptable? Alors, quand j'ai vu ça, j'étais comme, je vais essayer de créer comme une farce aussi pour les personnes aînées. Alors, encore une fois, avec quelques lignes. Parle doucement. On passe par le couloir, OK? Il nous voit pas, vas-y. À gauche, l'escalier. Attends, j'ai entendu. Y a quelqu'un? Merde, pars! Donc, est-ce qu'on ne peut pas crier tout simplement qu'il y a des jeunes qui sont en train d'entrer dans une maison de personnes aînées, puis qu'il faut courir parce qu'il y a un danger ou quelque... Oui, on peut inventer n'importe quoi. Et puis, ça, c'est un vrai danger. Et puis après, j'étais comme, OK, je vais m'amuser un peu encore plus, et puis me dire, est-ce que je peux créer quelque chose aussi en lien avec la police? Alors, je me suis amusée avec quelques vidéos. C'est pourquoi nous promettons qu'un policier sera dédié à chaque aîné. Un compagnon fidèle qui restera à vos côtés. Écoutez-moi bien, la gang. Chaque aîné de notre ville mérite de marcher en toute sécurité. On va mettre un policier par personne âgée, un vrai monde qui va les accompagner dans leur promenade. Le gouvernement du Canada nous assure... Mesdames, Messieurs, parmi nos aînés, il n'y en a pas un seul qui devrait se sentir seul. On va mettre un policier ou une policière par personne âgée pour les accompagner dans leur marche, leur sortie. Donc, juste imaginer les possibilités. Et puis, j'ai pas dit accent québécois. J'ai rien dit. J'ai juste dit police québécoise. Et puis, j'ai dit que, OK, je veux qu'il y ait un policier par personne aînée. Et puis, c'est tout. Et puis après, ça m'a donné des variations. Et puis, je pouvais continuer à en finir. Et puis, je vous promets, ça m'a pris peut-être 5 minutes pour faire les 3. Mais aussi aujourd'hui, le truc, c'est ça devient de plus normalisé parce qu'on a une animatrice IA qui s'en vient, on a une actrice IA, on a une ministre IA, on a des influenceurs et puis influenceuses IA. On a même des personnes qui tentent de venir avec de tester nos systèmes et puis venir comme un avatar dans des tribunaux aussi. Donc, aujourd'hui, là, je prends une citation du Service canadien du renseignement de sécurité, et puis je le reprends. Sans les faits, il dit, il n'y a pas de vérité. Sans vérité, il n'y a pas de confiance.
Sans confiance, il n'y a pas de réalité commune ni de démocratie. Il devient impossible de gérer les problèmes existentiels de notre monde. Alors, si je vous dis, mais c'est ça, aujourd'hui, on ne sait même pas si les faits sont des faits parce que tout peut être faussé, deepfaké. Et puis aujourd'hui, on a énormément accès de l'information. On est la société qui a le plus accès à l'information, mais la société aussi qui a le plus accès à la fausse information. Et puis, qu'est-ce qui est en train de se passer très rapidement? Érosion de la confiance, pollution informationnelle, crise de la connaissance, manipulation cognitive. Il faut se souvenir parce que, apparemment, que quand on voit des vidéos, OK, même si après coup, on sait qu'elles sont fausses, on se rappelle comme si elle était vraie. Et puis après, on agit comme si ces vidéos-là étaient vraies. Donc, ça crée des faux souvenirs dans nos cerveaux. Il y a la violence numérique, cybercriminalité, fraude, atteinte à la démocratie et la sécurité, perte d'intégrité documentaire et judiciaire, effondrement de la confiance collective. Juste là. Et puis, on peut continuer à lister. Dans mon travail, j'ai travaillé avec les personnes aînées. Donc, j'ai recruté des personnes aînées, puis on a discuté des deepfakes, et puis je vais vous faire passer quelques éléments que eux autres, ils ont partagés. Donc, c'était un projet qui a été subventionné par les fonds de recherche du Québec. Et puis, l'idée, c'était vraiment de faire passer ces personnes aînées, de leur parler de ceci, mais en fait, de les faire des deepfakes. Et puis, c'est une recherche que j'avais testée avec des jeunes 18-24 ans, il y a 2-3 ans. Et puis après, à travers la création des deepfakes, les jeunes étaient beaucoup plus sensibilisés, mais pas juste sensibilisés, ils étaient mobilisés à faire quelque chose. Alors, j'étais comme, je vais essayer ceci avec les personnes 65 ans et plus pour voir qu'est-ce qui va en sortir. La première réaction, et puis ça, ce sont des citations, mais je suis en train d'analyser les données, donc je n'ai pas encore fini ceci, mais je vous donne, comme c'est un primeur concernant ceci, je vous donne quelques citations qui est ressorties de mes échanges avec les personnes aînées. Ce qu'ils ont dit, c'est le défi, ce n'est pas de tout vérifier, c'est de ne pas tomber dans le paranoïa. C'est rendu qu'on ne sait plus quoi croire, ni qui croire, ni quand c'est vrai. Ce n'est pas seulement la vérité qui s'en va, c'est la confiance entre les gens. C'est fou. Même quand on sait que c'est faux, notre cerveau veut y croire. On dirait qu'il faut être toujours en train de vérifier, de douter, de croiser les sources. C'est épuisant. On nous dit de faire attention, mais on ne nous explique pas comment ces systèmes nous influencent. Ce qui me fait peur, ce n'est pas de me faire arnaquer, c'est de me faire avoir sans m'en rendre compte. Les solutions. Oui, il y en a des solutions. Il y a de chez vous, là, et puis il y a vraiment on a des centres anti-fraude, on a aussi des trousses, si vous voulez, pour ceci, mais est-ce que ça veut dire que est-ce qu'il y a un impact? Apparemment, c'est sûr que vous avez vos données, mais ce que je suis en train de voir présentement, c'est qu'on est loin d'atteindre vraiment les résultats qu'on a besoin d'atteindre. On voit même des séries télé qui sont en train de parler des deepfakes. Et puis, quand on parle de tout ce qui est en train de se passer du côté technologique, quand le deepfake de notre premier ministre est sorti, TikTok l'a retiré. Quand le TikTok là maintenant j'ai oublié son nom, de Taylor Swift est sorti, c'était un tweet qui était vraiment très de la pornographie. Il était retiré, mais le problème c'est quoi? C'est que oui on le retire, mais ça ne veut pas dire que les personnes qui ont eu accès ont su que c'était du faux. Et puis la dissémination, en fait, une fois que c'est sorti, encore une fois, on ne peut pas vraiment la contrôler, même si on retire des réseaux sociaux. Les médecins, OK, quand il y a eu parce que là, il y a toute la question de TikTok, il y a des médecins qui essayent d'utiliser les mêmes techniques des influenceurs pour étouffer la désinformation. Donc, être plus présent en ligne, mais encore une fois, ça prend énormément d'efforts et puis de ressources, ainsi de suite. Il y a de la technologie qui existe, mais elle n'est pas encore, si vous voulez, imposée. Il y a 2 jours, j'ai présenté devant le Sénat et puis on parlait des régulations et puis des lois qu'il faut mettre en place, mais ça prend du temps. Tout ça, ça prend du temps. Comme par exemple le C2PA. C'est quoi le C2PA? Ce sont comme des étiquettes nutritionnelles, mais pour les images, pour les ressources numériques, et puis qui peuvent dire c'est quoi la provenance de ces ressources-là. Mais encore une fois, c'est là
c'est les compagnies qui vont décider si ils vont l'utiliser ou pas. Il y a du fact-checking qui est en train d'arriver. Il y a du detectors pour les deepfakes. Mais ces technologies-là sont accessibles à des groupes très spécifiques, des organisations, mais pas à monsieur et madame tout le monde, pas à nos citoyens et citoyennes, et surtout pas à nos personnes aînées. Et aujourd'hui, c'est le jeu du chat et de la souris. Pour l'instant, la quantité de ressources investies dans le développement de nouvelles formes de contenu génératif est nettement supérieure à la quantité investie dans le développement de techniques de détection fiables. Le projet de loi C-27 et puis C-63 qui pouvaient faire quelque chose sont morts au feuilleton le 6 janvier 2025. Le cybercriminalité, puis vous pouvez me corriger, mais d'après ma compréhension, qu'il n'existe même pas dans le code criminel. Et puis tous les actes de cybercriminalité vont aller chercher autres chefs d'accusation. Vous savez de quoi je veux dire? OK. Et puis après, j'ai parlé avec des policiers lors de la conférence de InCyber, et puis ils m'ont dit que les enquêtes en matière de cybercriminalité sont extrêmement complexes et dépassent souvent les capacités ou le mandat d'un service de police local. Il y a un problème de juridiction, il y a un problème de ressources. Donc vraiment, c'est un grand défi qu'il faut y réfléchir. Et pour les solutions, qu'est-ce que les personnes aînées ont dit? Donc, ça, c'est... je vais venir ici. OK. Donc, ça, c'était mes personnes aînées qui étaient en train de créer des deepfakes. Donc, des idées, OK, là, je partage parce qu'on veut être concret dans ce que les personnes aînées proposent, que ça pourrait être aidant. On voit comment les émotions prennent le dessus. On veut être touché, pas seulement informé. On a notre rôle à jouer. Si on comprend, on peut prévenir. Il faut redonner confiance, pas juste dire « méfiez-vous ». Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de préparation. C'est pour cela que quand on parle de prévention, ainsi de suite. L'important, c'est de ne pas laisser la peur gagner. Si on en parlait plus souvent, on serait moins à risque. On a toujours su s'adapter. On va apprendre à vivre avec ça aussi. Je vais en parler avec ma mère pour qu'elle comprenne. Je lui explique dans ses mots à elle. Puis, je connais le niveau qu'elle a de compréhension. Donc, toute la vulgarisation de ce qui est en train de se passer. Créer une conscience partagée des risques pour que plus qu'on en parle, plus que les gens sont conscients de ce qui se passe autour. Et puis après, quand je leur dis, OK, mais on veut des impacts, vraiment comme des interventions à fort impact, c'est quoi vos idées? Alors, ils ont parlé de présence proactive dans les... Et puis, comme j'ai mentionné concernant la police, présence proactive dans les résidences et centres communautaires. Alors, comme des micro-ateliers de 20 minutes, démonstration de deepfake, conseils, prévenir, réagir, alerte antifraude locale, par SMS ou courriel, diffusion immédiate des fraudes en cours à Québec, ligne prioritaire 65 ans et plus pour valider une demande suspecte avant d'agir, patrouille numérique, ce qui est super intéressant, intervention policière directe dans les groupes Facebook locaux, parce qu'ils sont souvent sur Facebook, pour contrer les fraudes en circulation, renforcer la règle d'or, parler à quelqu'un avant d'envoyer l'argent, outils papier distribuables, liste des fraudes courantes, comportements à adopter, numéro à appeler. Campagne publique sur le clonage vocal, donc montrer comment les fraudeurs imitent la voix d'un proche. Système d'authenticité des communications policières, parce que même si vous les appelez, là, nous, on leur dit, attention, si la police vous appelle, peut-être c'est pas la police. Alors, ne croyez pas tous. Alors, il faut vraiment avoir ce système d'authenticité des communications policières, signature officielle, QR de validation, ainsi de suite. Partenariat, on a parlé des partenariats qu'il faut se faire pour les formations continues, ainsi de suite. Réseau de pairs aidants numériques. Et puis ça, c'est une autre idée que je trouvais hyper intéressante parce que aussi ça fait sortir de la solitude et puis ça reste les personnes formées et puis informées. Et puis soutien post-fraude comme des protocoles policiers pour réduire la honte, restaurer la confiance, éviter la récidive. Donc, comme ça a été mentionné dans la présentation juste avant moi, la question d'ensemble et puis de la proactivité, en fait, on a vraiment besoin de travailler ensemble parce qu'aujourd'hui, en attendant les règlements, les lois, etc., c'est notre seule solution. Merci beaucoup. Merci, Mme Nafi. Très intéressant. Pour ceux qui ont des questions, je vous invite à prendre les micros à droite et à gauche pour Mme Nafi. Bonjour, Marie-Hélène Perron, Sûreté du Québec.
On a besoin d'Arthur. OK. Je vous regarderai. Mais merci, c'était vraiment intéressant. On partage exactement vos préoccupations. J'en ai une, puis aussi une question. La préoccupation, c'est que depuis les années, on martèle les messages justement de votre afficheur peut être trompeur. On parle d'avoir un mot-code, de considérer son exposition en ligne. Maintenant, on a des personnalités ou entrepreneurs qui ont, je ne nommerai pas, là, mais qui ont donné carrément son identité à Sora pour vendre des produits. Puis on voit maintenant les dérapages. Donc, on a comme un nouveau cheval de bataille maintenant qui s'amorce avec le fait de ne pas donner son identité aux compagnies parce que les compagnies lancent leurs produits sans respecter les règles, sans avoir des discussions avec le gouvernement. Les politiques ne suivent pas, donc on est vraiment dans un bordel. Donc, une préoccupation. Puis maintenant, je vois, il y a 3 jours, je crois que la presse a commencé à intenter une poursuite collective contre OpenAI, c'est ça? Selon vous, est-ce que c'est beaucoup trop peu et trop tard, tout simplement? Donc, je serais curieuse d'avoir... Merci pour votre question. En fait, on a vu la question d'OpenAI, même du côté américain, ça fait un bout de temps qu'ils essaient de faire quelque chose et puis de limiter leur portée. Mais je crois l'apport économique, il faut toujours penser économique, OK? Et puis qui est derrière ces compagnies, puis c'est quoi le gain, en fait, d'argent pour... Il y a des personnes et puis des groupes bien précis que on peut pas, même s'il y a ces initiatives-là, on peut pas juste mettre notre espoir dans ça et puis se dire, OK, ça va régler le problème. Parce que, honnêtement, là, je vois pas comment. Et puis, je l'ai vu, je l'ai vécu, comment vraiment, comme OpenAI nous traite comme des rats de laboratoire, des guinea pigs, comme la question du jeune qui s'est suicidé, qui était accompagné par ChatGPT. C'était après coup, OK, une fois que le jeune a pris sa vie, qu'ils ont mis le truc parental, mais encore, on peut le dépasser, c'est des solutions qui font semblant que ce sont des solutions, mais en fait, ils sont en train de nous... On est carrément des rats, des cobayes, si vous voulez. Alors, ils ne vont pas arrêter. Et puis, c'est vraiment une course pour qui va arriver le plus rapidement, eux ou bien la Chine. Donc, je ne sais pas si... Je ne veux pas être trop alarmiste ou très négative, mais c'est la réalité. C'est pour cela, moi, dans mon travail, je travaille énormément sur l'humain et puis sur la capacitation des personnes parce que face à ces technologies-là... Et puis, la technologie, elle est extraordinaire, mais face comment dirais-je, des objectifs de gains monétaires, ainsi de suite, et puis de présence, on va pas gagner si on n'est pas ensemble. Bien, merci quand même pour les solutions à la fin. Là. Oui, ça c'est... D'autres questions ou réflexions sur ce que les personnes aînées ont proposé comme solution? Est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui est très en rêve ou est-ce que c'est possible d'avoir des initiatives pareilles? OK. Question. Non, moi, le point que je veux vous apporter, c'est qu'on parle énormément de la notion de détection du contenu, puis on a accès à une technologie exceptionnelle qui est l'intelligence artificielle, mais on dirait qu'elle n'est jamais mise à contribution positive. Le bout qui me fascine, c'est que pourquoi l'intelligence artificielle ne sert pas à détecter le faux contenu, justement, de donner un coup de main en ce sens. Et moi, ce qui me fascine, puis c'est là que je veux vous amener, c'est le manque d'implication des plateformes. Depuis tout à l'heure, vous avez présenté du contenu qui est déposé sur des plateformes qui ne semblent jamais être impliquées dans la solution ou dans la responsabilisation. C'est ce bout-là, moi, qui me dérange le plus. De dire que Sony Music, à l'époque, exemple, était la même compagnie qui nous disait qu'il se faisait pirater sa musique, mais qui nous vendait les CD vierges pour pouvoir faire des copies avec ça. Mais là, je trouve que c'est la même chose. C'est les plateformes qui nous disent qu'ils créent ce contenu-là, mais ils ne jouent jamais un rôle de prévenir, de relayer ça, d'empêcher que ce contenu-là soit partagé. C'est le bout que j'espère qu'un jour la loi va encadrer puis forcer ces compagnies-là à jouer de leurs responsabilités. Puis c'est ce bout-là qu'on n'entend pas, malheureusement. 100% en fait. Oui.
Et puis encore, il faut se rappeler que j'avais juste une petite heure, alors et puis je voulais vraiment focuser sur ce qui est dangereux présentement. Mais oui, et puis un des messages que vous venez de dire, la question de détection, c'est là où on focus énormément, mais on n'arrive pas, puis c'est exactement le message que aussi j'ai dit devant le Sénat, qui sont en train de réfléchir à des réglementations et puis des choses à imposer. En fait, on arrive à, aujourd'hui par exemple, on vient avec une technologie de détection. Dans un mois, elles deviennent obsolètes parce que les criminels sont en train de dépasser les garde-feux, ils sont en train d'évoluer avec la technologie d'une façon beaucoup plus rapide que nous. Et puis nous, les bienveillants, on essaye d'avancer prudemment pour s'assurer qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui est non éthique, ainsi de suite. Alors qu'eux autres, ils testent, ça marche pas, ils reprennent, ils s'en foutent de tout, alors ils avancent beaucoup plus rapidement que nous. Donc il y a des initiatives de détection, mais elle n'est pas toujours à jour. Donc, elle est toujours dépassée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des compagnies comme Google, par exemple. Aujourd'hui, il a décidé que dans tous ses produits, il va y avoir un filigrane. Donc, un filigrane qui n'est pas détectable à l'œil nu, mais qui est détectable par des compagnies, ainsi de suite, mais qui va être intégré dans tous ses produits. Photoshop, pareil, on a C2PA. LinkedIn, si vous allez sur LinkedIn, vous pouvez voir maintenant, il y a des photos où on peut voir le CR. Ça veut dire qu'on peut savoir c'est quoi la source pour... Mais, encore une fois, les plateformes doivent accepter d'adopter ceci. Et puis, il faut que ça soit imposé. Puis, c'était ça mon opinion, qu'on peut pas juste dépendre aux citoyens. On ne peut pas juste dire, la police va le faire. On ne peut pas juste dire, les écoles, parce que là, on parlait de développer la citoyenneté numérique, développer la littératie d'IA. Mais, OK, mais on a les écoles, on a ça, mais il faut vraiment venir avec une approche systémique. Il y a chacun d'entre nous qui doit travailler sur ça parce que les criminels, il n'y a rien qui les arrête. Et puis, ils ont entre leurs mains une technologie qui est extraordinaire, mais qui peut faire vraiment énormément avec. Merci pour votre question.